D'abord, merci à Hubert de nous rejoindre de chez Mazars pour cette matinée. Surtout après un grand tour d'Europe que Hubert vient de mener, on a la chance de l'avoir ce matin. Alors, peut-être profiter de ta présence pour mieux connaître Mazars. C'est, comme le disait Emmanuel, dans un environnement très feutré. Souvent, quand on se voyait, tu disais que voilà, Mazars est une marque parfois qui est confondue avec d'autres noms assez proches. Et c'est intéressant de pouvoir profiter aussi de toi pour mieux connaître la société. Merci de m'accueillir. Bonjour, très content d'être là. Mazars, c'est une marque qui est très connue sur la place financière à Paris, qui est moins connue dans le grand public. C'est vrai que quand je dis que je travaille chez Mazars, souvent les gens entendent Lazare, donc ils croient qu'on est dans une banque d'affaires. Donc ils croient qu'on gagne beaucoup d'argent. C'est une marque qui est présente en fait dans 72 pays, donc on est vraiment un groupe mondial. Avec 14 000 collaborateurs à peu près. Mais on est un challenger, c'est-à-dire qu'on est face à des sociétés que vous connaissez tous, qui s'appellent Ernst & Young, Deloitte, KPMG, et qui sont des acteurs anglo-saxons, beaucoup plus gros que nous. Et donc on est quand même dans la position du challenger. Alors, quand on préparait cette matinée, tu disais qu'un des challenges que tu as eu en interne, c'était d'expliquer finalement l'importance des médias sociaux et du digital au sens plus large que uniquement les médias sociaux pour le business de Mazars, à la fois pour gagner du business et pouvoir gagner des nouveaux mandats, et aussi pour développer la marque employeur. C'est un peu les deux éléments un peu structurants clés de votre business model. Oui, alors Mazars, pour Mazars, la marque employeur, c'est stratégique parce qu'on doit capter une force de travail, des gens très qualifiés qui sortent de formation, école de commerce, école d'ingénieur, qui finalement mènent à beaucoup d'autres débouchés. Et c'est vrai que l'audit et le conseil sont des métiers qui attirent beaucoup, un petit peu moins peut-être qu'il y a 15 ans où c'était vraiment au top. Il y a une féroce compétition et quelque part l'idée c'est que, moi je vais vous livrer un truc très personnel, mais quand je suis arrivé chez Mazars il y a 6 ans, en gros, les jeunes que je voyais qui arrivaient dans la tour, qui étaient recrutés tous les ans, c'était un peu des premiers de la classe, quoi. Voilà. Il avait la tête du mec qui est pas très sympa, pas très rigolo. Et j'ai vu une énorme évolution au fil des années, en fait. C'est-à-dire que maintenant, je vois des jeunes qui sont beaucoup plus... Alors, c'est pas qu'une question vestimentaire ou de style, c'est une façon d'être, en fait. Et donc, en fait, il y a une phrase qui est pas mal, qui est notre DRH qui dit, groupe, Laurent Chouin, qui a cette phrase qui dit, en fait, on fait un métier qui est, chez Mazars, on fait un métier qui n'est pas glamour, avec des gens glamour. Alors, toute la complexité du recrutement chez Mazars, elle est là. Il faut donner envie sur un secteur d'activité qui n'est pas forcément là où les gens s'imaginent, notamment la génération Y, où les gens ont envie d'une reconnaissance et plus d'un plaisir de travailler au quotidien immédiat, avant d'attendre d'avoir 40 ans, en fait. Bon, ça, c'est un message de Hubert pour la pause. On parle des blogs qu'on voyait juste avant. Il y a sûrement un truc à faire pour Mazars aussi là-dessus. Peut-être, on parlait d'évolution au secteur de l'audit et donc du besoin d'avoir des gens glamour dans un secteur qui l'est un peu moins. Alors, nous, on avait des éléments peut-être aussi un peu chiffrés, pas toujours très glamour. On a fait un baromètre des médias sociaux, donc c'est un peu un audit qu'on a de l'évolution des médias sociaux dans l'entreprise et de leur développement. C'était assez intéressant de voir plusieurs chiffres avant de voir aussi comment, chez Mazars, vous avez favorisé l'adoption des médias sociaux et leur développement en interne. Parce que c'est intéressant pour nous d'interroger nos clients, les dirigeants du digital de grands groupes, de voir comment finalement les médias sociaux prennent une plus ou moins d'importance dans l'entreprise, les différents challenges qu'ils peuvent avoir et comment ça se traduit finalement dans leurs priorités. Alors c'est juste 2 chiffres pour pas trop en partager, parce que le temps est limité, mais surtout n'hésitez pas à venir sur nos sites ou nous contacter sur nos réseaux sociaux pour pouvoir avoir l'étude complète. Mais premier point, c'est déjà 88% des dirigeants considèrent que les médias sociaux prennent de l'importance et deviennent un enjeu compétitif. Donc c'est vrai que continuer à avoir de l'influence et profiter des médias sociaux, c'est un élément clé. Alors si vous êtes ici aujourd'hui, je pense que pas forcément besoin de vous convaincre dans ce domaine. Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir en parallèle les challenges qu'on peut avoir. 40% des sociétés seulement sont en mesure de capitaliser sur ces données. Donc si c'est une priorité, c'est comment améliorer cette capacité à exploiter les données. Et surtout derrière, 61% ont du mal à transformer ces données en plan d'action. Donc finalement, comment avoir une capacité de pouvoir plus rapidement exploiter les informations, agir et avoir de l'agilité dans la mise en place de ces plans d'action. Et deuxième point qu'on voulait partager, c'était aussi l'enjeu, juste sur le slide suivant, petit souci de...
voilà, de pouvoir coordonner les différents départements. Donc c'est vrai que beaucoup d'entreprises nous disent entre la communication corporate, les PR, on en parlait déjà ce matin, parfois des compétitions entre différents départements, de voir comment finalement aligner ces différents départements. Il y a des initiatives qui se développent dans chacun, que ce soit la marque employeur, le business ou dans des pays différents. Comment finalement créer une communauté interne, favoriser l'adoption et la coordination au niveau d'un groupe international comme Mazars, pour justement que non pas seulement 1 sur 3 des entreprises puissent aligner les différents départements, mais plus largement contribuer à cette adoption des médias sociaux. Donc c'est une question peut-être pour voir chez toi, Hubert, comment ça s'est traduit chez Mazars. En fait, il y a une donnée générale, c'est que, encore une fois, qui vient du fait qu'on est un challenger. Donc, comme on a des gens qui sont beaucoup plus gros en face de nous, on n'aura jamais les moyens pour faire des campagnes et des actions de marketing, communication aussi importantes au niveau global. Et en fait, c'est là que les réseaux sociaux jouent un rôle. C'est ça qu'on a défendu quand on a présenté le plan réseaux sociaux il y a 2 ans et demi au management, en disant qu'il fallait vraiment faire quelque chose d'important pour Mazars. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que être un challenger, ça implique d'être nécessairement un peu disruptif, parce qu'être un challenger conventionnel, c'est quand même un peu crétin. Donc il faut changer de posture, il faut se dire on va essayer d'être un peu plus agile et utiliser des choses comme les réseaux sociaux, qui à l'époque, chez les Big Four et notamment en France, n'étaient pas du tout utilisés. Donc finalement, on a été sur la partie, au moins corporate, la partie prise de parole officielle de Mazars, plutôt en avance dans le secteur. Alors tu me disais, quand on avait préparé cette intervention, un des premiers challenges, ça a été de convaincre l'interne et de créer un peu cette communauté au niveau des différents pays, des différents marchés, pour pouvoir finalement apprendre à des gens qu'il n'y avait pas d'organisation digitale ou média social aussi développée qu'on pouvait l'imaginer aujourd'hui. Comment ça a démarré finalement, ce premier niveau de coordination et cette dynamique s'est lancée? Alors en fait, il y a plusieurs objectifs. L'idée, c'est qu'il y a à la fois un objectif de coordination, comme tu dis, d'alignement du message, au moins sur les messages clés, et les postures à prendre, puisqu'encore une fois, il y a plein d'initiatives qui se font au niveau local dans le monde et qu'on apprend peut-être après, qui n'est pas forcément en soi dramatique, mais qui peuvent entraîner une forme de diffraction dans le message qu'on essaie d'aligner au niveau mondial. Ensuite, il y a une notion de compliance. On est dans une activité qui est un peu particulière, une profession réglementée. Donc, typiquement, quand on a fait un benchmark, on a cherché les solutions de gestion des réseaux sociaux et de monitoring, de travail collaboratif sur la gestion des réseaux sociaux. Ça faisait partie pour nous des prérequis. Il nous fallait une solution qui permette aussi, par exemple, de stocker toutes les données qui étaient émises par les comptes officiels Mazars de manière sécurisée par un tiers pendant des années, etc. Donc c'est l'objectif de la compliance par rapport à la gestion des risques. Il y a la notion de monitoring, de surveillance de ce qui se dit sur nos marques, sur nos leaders, sur nos sujets. On a souvent des petites crises, des sujets qui sont très juridiques, qui sont peut-être des risques de réputation potentiels dans certains pays, comme toutes les marques d'audit, conseils, etc. Il y a des couacs par-ci, par-là. Il faut qu'on suive ça. Donc il nous fallait une solution qui soit vraiment, qui permette de faire tout ça en même temps. Et donc l'idée, c'est qu'on a, au niveau groupe, on a décidé d'investir dans une solution de ce genre et d'équiper tous les pays progressivement, tous les pays qui étaient prêts à se lancer sur les réseaux sociaux. Alors on avait deux slides, mais c'est vrai que la petite machine qui marche pas très bien. Voilà. Donc c'est vrai que, comme tu disais, la technologie et le travail qu'on a effectué ensemble, notamment en utilisant Outsuite pour fédérer cette communauté interne, c'est une première étape pour assurer au moins une fondation et l'archivage, la compliance, qui est clé quand on est un organisme dans l'audit. On avait quelques exemples qu'on avait juste dans le slide après sur notamment la marque employeur, parce que c'est quand même... nous, on est fiers, en travaillant à tes côtés, surtout le mérite qui t'en revient. Vous soyez la 3e marque la plus active sur Twitter, selon SR Monitor, la première marque sur les réseaux sociaux parmi les cabinets d'audit. Donc, bravo, toujours, en tout cas, un plaisir pour nous de voir ces résultats. Mais du coup, c'était aussi une occasion de pouvoir mettre en avant au niveau business les différents contenus et les points de vue des dirigeants de Mazars dans plusieurs langues, de façon coordonnée. Un exemple qu'on avait là sur les mêmes campagnes qui partent pour pouvoir mettre en place finalement vos prises de parole sur les différents marchés. Oui, en fait, l'idée, c'est qu'au-delà de cette première étape qui était construire une marque sur les réseaux sociaux avec des prises de parole officielles,
avec des comptes plutôt orientés RH, plutôt marque employeur, des comptes, des pages officielles sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn, etc. Donc on a 150 000 peut-être followers sur tous ces comptes officiels, c'est très bien. Mais le plus important, c'est que si vous comparez, en fait, je vous donne 2 ou 3 chiffres. Il y a 9 000 Mazariens parmi les 14 000 salariés dans le monde qui sont sur LinkedIn. LinkedIn, pour nous, c'est le plus important en termes de développement du business et de l'influence sur le marché. Il y en a 9 000 donc sur 14 000 qui sont sur LinkedIn. Ces 9 000 Mazariens, ça fait au total 600 000 contacts dédoublonnés de niveau 1. À comparer aux 135 ou 140 000 followers qu'on a sur nos comptes corporate. Donc la conclusion, c'est que la puissance des réseaux personnels de l'ensemble de nos collaborateurs dépassera toujours la capacité qu'on aura à toucher via nos comptes officiels. Et c'est là qu'on touche du doigt le cœur du sujet, c'est-à-dire qu'il faut faire en sorte de faire comprendre à tout le staff, et pas que les associés, parce que Mazars est une boîte d'associés, que c'est eux qui sont porteurs de la marque, hein, et que c'est par le travail de chacun d'entre eux, le travail en commun, et par le lien qu'on va réussir à établir entre le langage officiel, les messages clés et l'activité de chacun en tant qu'influenceur, en tant que fédérateur de son propre réseau de contacts dans sa zone d'expertise. C'est là qu'on a une valeur fantastique, et c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire en ce moment. Raison pour laquelle on travaille énormément sur la formation de l'ensemble de nos associés et managers dans le monde. Et que, par exemple, comme disait Yann, on était la semaine dernière, vendredi à Istanbul, on avait notre conférence internationale annuelle du groupe, où on avait les Social Media Awards, donc où on a fait venir sur scène les 12 meilleurs performers sur les réseaux sociaux, qui donc ont reçu un award de la main du DRH Group, qui est encore une façon d'embarquer les gens en interne et d'essayer de disséminer un petit peu cette expertise. Oui, et c'est vrai que quand on en parle ensemble, tu disais le challenge qu'on a chez Mazars, on n'a pas les produits comme on pourrait être dans une industrie grand public connue. Nos produits, c'est un peu nos associés. On en a beaucoup. Il faut pouvoir s'assurer d'une présence sur les médias sociaux, que ce soit sur Twitter, sur LinkedIn. On a pris juste deux exemples, finalement, des illustrations des activités que vous avez pour vraiment mettre en avant les prises de parole de chacun de ces associés, que ce soit sur un programme influenceur LinkedIn ou sur différentes communications Twitter, qui était un élément clé. Oui, là, tu as un live tweet des interventions de nos dirigeants à la Cité de la Réussite à gauche. À droite, le programme influenceur dans lequel notre CEO groupe est un des participants, enfin, il est membre de ce programme. Donc, il a 15 000 followers sur LinkedIn. Et puis on pourrait citer plein d'autres exemples parce que ça touche aussi les RH. On croit très fortement à une chose, c'est qu'il n'y a plus de frontières entre les messages, entre les sphères, et donc ça c'est le plus compliqué à faire passer comme message, mais ça commence à prendre. Il faut essayer d'installer les gens dans un paysage mental où ils comprennent que LinkedIn ou Twitter, etc., c'est pas juste je suis associé, je suis responsable d'un sujet, d'un secteur, je publie une étude, une enquête, et donc ça va être publié sur notre compte officiel LinkedIn. C'est aussi que c'est potentiellement là ce qui va me permettre de recruter des super spécialistes parce qu'ils auront vu cette étude qui va être publiée. Donc la notion de frontière entre le business, le recrutement, l'influence, l'image de marque n'existe plus en fait. Ouais. Alors, et du coup, c'est voilà, un des axes que tu as eu après avoir engagé les associés pour que eux soient vraiment des acteurs des prises de parole sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, le deuxième cheval de bataille, c'est d'engager l'ensemble des collaborateurs. Et finalement, plutôt que d'être... On parle souvent des challenges de médias payants, d'amplification. Et finalement, si vos collaborateurs, surtout dans un secteur B2B, sont des porte-parole de la marque, c'est une force de frappe importante pour vous. Et donc, du coup, tout ce travail d'adoption était un élément clé. On a pris un exemple un peu d'illustration, mais c'est vrai que si on est aujourd'hui uniquement sur l'amplification de nos communautés, on a un reach en prenant 1,9 million de Facebook likes ou 900 000 Twitter qui nous amène à 2,8 millions de reach. Mais si on arrive à amplifier via les 230 000 employés d'une marque, on a un effet des multiplicateurs grâce à leur communauté qui est un élément fort des prises de parole. D'où l'importance d'une marque employeur sur les réseaux sociaux. Absolument. Alors bon, je crois qu'on a un peu pris tout le timing qu'on avait, mais j'ai juste une question pour toi. Un peu ce que tu vois comme on arrive en fin d'année, les prédictions pour 2015, les tendances, ce que tu regardes justement un peu dans les éléments disruptifs chez Mazars. Je crois que d'abord il y a la transparence. Transparence, c'est pas qu'un concept, c'est quelque chose qui est en train de s'installer réellement. On peut plus, par exemple, il
n'y a aucun événement où on va même qui est peut-être un peu confidentiel, où les gens ne live tweetent pas. Même notre conférence annuelle, les gens live tweetaient, parce qu'on ne peut pas les empêcher de le faire. Et pourtant, c'est un événement qui est vraiment très interne. Pourtant, tu as un cabinet d'audit, donc en général, il y a une discipline. Exactement. Donc la transparence, ça fait que, encore une fois, il y a ce brouillage des frontières entre l'interne et l'externe. Et on a décidé, par exemple, pour donner un exemple, finalement de faire levier là-dessus. Et on a eu un séminaire international de toutes nos fonctions RH mondiales qui s'est tenu à Milan il y a un mois. Et où on a décidé carrément d'en faire un événement tourné sur l'externe. Donc en fait, on a engagé nos audiences en amont, en leur demandant de soumettre des questions grâce à un site participatif où les gens pouvaient voter pour les meilleures questions. Et les meilleures questions ont été traitées pendant l'événement, et qui pourtant, encore une fois, était un séminaire vraiment interne. Et du coup, on a aussi mis en avant les gens qui participaient pendant l'événement sur place, et on a embarqué les fonctions RH dans cette digitalisation. Et je crois qu'on a sorti 1000 tweets à peu près sur 3 jours. Avec des gens qui au départ n'étaient pas du tout tweetos, quoi, en fait. On les a transformés. Un séminaire interne, on a ouvert sur l'externe, et on faisait gagner des lots aux meilleures questions, qui étaient votées par le jury des gens de l'interne. Donc avec un résultat à la fois mettre en avant les gens de l'interne et les motiver grâce à l'externe, en fait. Merci. Merci.